encombré. Donc je vous remercie d'être là. Nous allons donc commencer prochainement l'intervention, la conférence de Essar Midani, ici présente, franco-syrienne, qui a bien voulu nous faire l'honneur de venir à nouveau nous présenter ce qui se passe en Syrie. Et elle était déjà venue à 2 reprises, en novembre 2012, et elle est venue aussi le 30 janvier 2013. À l'époque, les choses c'était pas encore la guerre civile, on disait que c'était soi-disant Bachar el-Assad tuait son peuple, enfin c'était un assassin, etc. Enfin, c'est ce que vous avez compris depuis, surtout si vous êtes ici, beaucoup de l'enfumage médiatique. Nous y sommes aussi sensibles aujourd'hui, bien entendu, mais à l'époque c'était encore pire. On avait eu la chance à l'époque d'avoir un excellent article dans Nice Matin. Là, je ne pense pas que cette fois, ils aient fait cet effort-là. C'est dommage. Et je crois qu'on va donc... je vais présenter Essar Midani. C'est une franco-syrienne, une scientifique, qui est... pour ne pas dire de bêtises, j'avais préparé 2 mots, excuse-moi, Essar. Et citoyenne franco-syrienne, elle est ingénieure chimiste de formation et expert dans le traitement de l'information. Présidente de plusieurs associations franco-syriennes, notamment elle est présidente de l'association franco-syrienne de scientifiques expatriés qu'on appelle Nostia. Et elle est présidente aussi d'une association franco-syrienne également, culturelle, qui s'appelle Afamia. Et avant 2012, elle allait souvent en Syrie pour faire des colloques, etc. Mais à partir de 2013, puisque les choses ont un petit peu changé, un petit peu changé au point de vue intensité, c'était vraiment une guerre de destruction, je ne dirais pas une guerre civile, Essar le dira tout à l'heure. Guerre civile, ça veut dire que une partie du peuple se bat contre une autre partie du peuple. Et quand on dit un autre type de guerre, eh bien, je crois qu'Essar va nous l'expliquer. Bon, voilà. Et quand elle a vu ceci, elle est rentrée, peu après avoir fait notre conférence à Nice, je crois, elle est rentrée à Damas et elle est restée là-bas surtout pour essayer de témoigner, de recueillir des témoignages. Elle vient de temps en temps en France, mais là, cette année, il y a 1 mois que tu es là, c'est tout à peu près. Et je crois qu'elle nous fait l'honneur de venir ici pour faire cette conférence. Et je l'en remercie, je crois qu'on pourrait tous la remercier. Merci. Ah, pardon, excusez-moi. Nous, le comité Valmy. Voilà, nous avons associé, voilà. Nous sommes 2 associations pour avoir invité, j'ai oublié de présenter l'une et l'autre d'ailleurs, je suis désolé. Nous avons donc le comité pour une nouvelle résistance CNR et le comité Valmy. Alors le comité pour une nouvelle résistance CNR a à peu près 6 ans d'existence. Il s'est créé après avoir fait un voyage au plateau des Glières pour rendre hommage aux résistants qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été massacrés sur ce plateau, comme dans beaucoup d'autres lieux. Et notre objectif est de défendre les idéaux et les conquis du Conseil national de la résistance. Vous avouerez qu'aujourd'hui, c'est une grande nécessité parce que tout ce qui a été fait à l'époque, comme le dirait Denis Kessler en novembre-octobre 2007, juste après l'élection de M. Nicolas Sarkozy, il avait dit le but, bien que l'on observe quand même une certaine hésitation, le but ultime, c'est de détruire tout ce qu'a fait le Conseil national de la résistance grâce à l'alliance exceptionnelle entre les communistes et les gaullistes. Voilà. Et l'autre association, c'est le comité Valmy qui s'est mis avec nous pour monter cette conférence. Et c'est Geneviève Blache, ici présente, qui va vous présenter le comité Valmy, si tu veux bien. Merci. Alors, le président Claude Beaulieu remercie Essar Midani de venir à Nice et de nous faire une conférence parce que nous sommes très pointus sur la question de la Syrie au comité Valmy. Le comité Valmy a fait partie, je dirais, des premiers combattants qui ont soutenu le président Bachar el-Assad. Et nous avons même dit au comité Valmy qu'il était votre général de Gaulle. C'est un grand honneur qu'on vous fait. Donc, c'est une image, bien sûr, mais ça veut dire que c'est un homme
qui résiste dans son pays avec son peuple pour défendre sa souveraineté et pour défendre son indépendance. Alors, nous sommes nous aussi, les Français, dans le même combat. Nous n'avons pas de guerre sur notre sol, de guerre visible, mais nous avons une guerre sournoise qui pourrit notre peuple, qui pourrit tout ce qui se passe chez nous, qui bazarde nos entreprises, qui bazarde nos biens, nos châteaux, nos aéroports. C'est à pleurer ce qui se passe en France actuellement. Et les Français ne se rendent pas compte. Alors, disons qu'on aimerait bien que la Syrie soit un exemple. La résistance syrienne, pour nous, est un exemple. Voilà. Merci. Alors en fait, je suis très émue et je suis franchement très heureuse d'être parmi vous. D'abord, je voudrais remercier Lucien Ponce, le président de l'association LMR, pour cette invitation, mais pas seulement, pour le soutien aussi, qui depuis le début de la guerre contre la Syrie a vu clair et a voulu développer les différents aspects pour cette vision. Le comité Valmy, nous avons une histoire, je peux dire, depuis le début aussi, de lutte commune pour l'indépendance, pour le soutien à la souveraineté de la Syrie et contre l'ingérence. Donc le comité Valmy fait partie de ce comité qui a été créé en janvier 2013, qui est le comité contre l'agression de la Syrie pour le soutien de sa souveraineté et contre toutes les ingérences. Un grand salut à Claude Beaulieu aussi, j'espère qu'il est en bonne santé et il n'était pas là parce que il combat toujours, il est à Paris. Bon, c'est bien. Et franchement, je suis très très heureuse d'être parmi vous à nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la Syrie à un moment où un petit tour d'horizon de l'actualité, à un moment où la guerre recommence de plus belle, en fait, après les dernières négociations à Genève. Aujourd'hui, ça fait 5 jours que Alep est bombardé de missiles tuant en fait plus de 400 personnes aujourd'hui, des blessés, des morts, tous civils. La ville a été quadrillée de leur côté, du côté des terroristes, et ils balancent des missiles à haute destruction et aussi des choses qu'ils appellent eux-mêmes d'ailleurs les canons de Jahannam, c'est les canons de l'enfer. En fait, ils balancent des grosses bonbonnes de gaz remplies de clous qu'ils allument et ils balancent ça sur les immeubles et sur les habitations. Les gens, il y a plus de 400 blessés, la grande majorité sont des enfants et des femmes, puisque les gens sont attaqués chez eux, en fait, dans les quartiers de résidence, d'habitation, etc. Ça fait 4 jours que ça dure. Après que, pour parler de Genève, le groupe qui était le groupe de Riyad, on l'appelle, en fait, c'est la partie de l'opposition, moi je mets beaucoup de guillemets à opposition, qui est complètement liée aux États-Unis et à l'Arabie Saoudite. Ils ont quitté en claquant la porte, en fait, ces négociations. Et dès le lendemain, donc, il y a eu ce déluge de feu qui s'est abattu sur Alep, sur d'autres villes aussi, sur Hama, sur Homs et sur Damas. Mais le plus dur, c'est Alep. Sachez que Alep est une ville qui est plutôt limitrophe de la Turquie et que la Turquie ne lâche pas le morceau. La Turquie continue à soutenir les bandes terroristes. Et il y a eu la semaine dernière, déjà pendant
ces négociations, 4000 djihadistes qui ont filtré par la frontière turque, qui sont rentrés en Syrie, qui se sont attaqués aux villages, qui sont dans le nord de l'Atakié, donc à la frontière turque, et ils ont repris 14 villages, donc en tuant et massacrant les gens, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama de l'actualité chaude aujourd'hui. N'empêche que l'état d'esprit du peuple syrien, il est pour la résistance et que de toute façon, nous sommes là, nous resterons là, vous ne nous enlèverez pas de là. Et nous tenons à notre souveraineté, nous tenons aussi à notre pays, et tous les agresseurs seront anéantis. Donc ça, c'est l'état d'esprit des gens qui résistent et qui continuent leur lutte. On va voir en fait dans l'exposé, j'ai tenu un petit peu à faire à la fois un éclairage historique, mais aussi un éclairage régional en fait sur ce qui se passe un peu, pas ce qui se passe, sur la présence dans la région de l'ensemble des forces, mais aussi sur le conflit lui-même, en fait, si on peut appeler ça un conflit. Moi j'appelle ça une guerre d'agression contre la Syrie par terroristes interposés, effectivement. Et l'objectif, c'est imposer au président syrien ce qu'il n'a jamais accepté. Et c'est en ça que le président syrien, effectivement, ressemble beaucoup à De Gaulle, parce que, d'ailleurs, le président Chavez le disait aussi, c'est un grand résistant du Moyen-Orient, c'est celui qui résiste aux diktats israéliens et américains, qui se font depuis des années, en fait, dans la région. Et comme, si vous pouvez vous apercevoir que toutes les autres gouvernements de la région ont abdiqué, par exemple, quand on pense à l'Égypte, qui aujourd'hui baisse la tête devant Israël, qui a accepté le traité de Camp David, qui reconnaît Israël et qui a une ambassade même d'Israël à l'intérieur du pays. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur l'Égypte, mais je pense que c'est très important en fait qu'on voit l'ensemble du contexte. Aujourd'hui, parmi les pays qui résistent, il y a la Syrie, qui a scellé aussi sa résistance à la résistance palestinienne, à la résistance libanaise, et à l'Iran, et qui sont tous soutenus par des pays du BRICS, mais à leur tête la Russie et la Chine, effectivement. Voilà, donc on va avancer un petit peu dans l'exposé. Donc voilà une carte qui rappelle la Syrie il y a 100 ans. La Syrie sous le règne ottoman, qui était donc depuis 400 ans merci beaucoup. Depuis 400 ans avant sous le règne ottoman, était sous cette géographie-là, qui en fait regroupait donc tout l'ensemble de la Syrie actuelle, l'ensemble du Liban, de la Palestine, de la Jordanie, donc toute cette partie à gauche. En fait, là, je vais plutôt expliquer là, toute cette partie-là. Et puis une partie, vous voyez les deux rivières là qui sont là, sont l'Euphrate et le Tigre. Donc ça regroupait aussi là une grande partie de l'Irak actuel. Voilà, c'est ça la Syrie. À la fin, la Syrie historique en fait c'est ça. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'était les Anglais et les Britanniques qui voulaient se partager en fait les restes de l'Empire malade, hein, l'Empire ottoman, donc des fêtes, etc. C'était pas à la fin de la guerre mondiale, mais c'était en 1916. Je tiens à dire, bon, rappelez-vous, là, on est en 2016, donc il y a exactement 100 ans.
Et c'est un traité qui était signé pour 100 ans apparemment entre les Britanniques et les Français. Donc, comme vous voyez, ce qui est en bleu, c'était sous domination, c'était censé être sous domination française, et ce qui est en rose, c'est sous domination britannique. Alors l'intensité de la couleur, c'était pour montrer si c'est une administration directe ou une administration indirecte, c'est-à-dire si c'est un mandat ou une colonisation. Et comme vous voyez, dans la partie rose foncé, il y a donc Bagdad, il y a toute la partie, l'Irak, Bagdad, Basra, etc. Une partie rose indirecte qui est la zone arabe, toujours la partie de l'Irak en fait. Hein. Et ces pays sont devenus, l'Angleterre a fait, dans cette partie rose foncé, elle a fait aussi tracer toutes les lignes de frontières autour du Golfe, dans des pays autour du Golfe, donc tous les Émirats, donc le Qatar, le Bahreïn, le Dubaï, Manama, Sharqa, ce sont des pays qui sont grands comme des puces, je peux dire, mais ils ont mis à la tête de chaque pays une famille qui est sous sa coupe, et l'accord avec l'Arabie Saoudite. Donc là, vous voyez l'Arabie, c'était l'île arabique, en fait, ou le désert arabique qui est devenu après l'Arabie Saoudite, puisqu'il a été décidé par l'Angleterre que cette famille Saoud devient propriétaire de l'ensemble de ce désert et de ce royaume, et qu'on l'appelait l'Arabie Saoudite. C'est le seul pays au monde qui s'appelle au nom d'une famille. Imaginez par exemple la France s'appelait, je ne sais pas, Sarkozy, le royaume de Sarkozy, ou le royaume Sarkozy, ou le royaume Hollande. Et c'est ça en fait l'Arabie Saoudite. Hein. Donc c'est bien de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on sait et voir comment ça se passe. Donc la Syrie a été découpée par ce traité de 1916 qui a une durée de 100 ans, et donc on arrive au terme de cet accord aujourd'hui. C'est ce qui explique un peu pourquoi ce remodelage et ces mouvements, ce branle-bas de combat, on peut dire, dans tous les pays de la région, et depuis d'ailleurs les années 80, Bush et Condoleezza Rice et Zbigniew Brzezinski qui parlaient aussi du nouveau Moyen-Orient. Donc on va voir aussi le mandat français. Ah, c'est vide, non, ça n'a pas été rempli, malheureusement. Bon, le mandat français, je peux vous dire, a divisé la Syrie en plusieurs États, déjà. Donc la Syrie est devenue, c'est ce que vous voyez à la carte, sur cette carte. Hein. Et puis le mandat français est divisé entre l'État d'Alep, l'État de Damas, l'État de Al-Jazira, l'État de Druze, en fait, dans le sud, et puis l'État du Liban, alors que ce sont des parties, des parties intégrantes de la Syrie. Mais bon, donc tous ces pays se sont réunifiés, donc tous ces États se sont réunifiés à l'indépendance en 1945. Bon, je peux vous dire, la Syrie se bat contre le terrorisme depuis plus de 5 ans, puisqu'il y a, en 2011, ont commencé un certain nombre de manifestations. Alors la plus grande contre-vérité que tout le monde, tous les médias occidentaux ont et continuent à diffuser, c'est que ce sont des manifestations pacifiques, et ces manifestations pacifiques
ont été très violemment réprimés par les forces d'Assad et il y a eu des morts, etc. La vérité, c'est que c'était vraiment pas des manifestations pacifiques. Certes, il y a eu un certain nombre de personnes qui sont parties de manière pacifique parce qu'il y avait besoin de réformes comme tous les pays où il y a des manifestations, des demandes, etc. Notamment des réformes pour plus de liberté, plus d'ouverture, plus de liberté d'expression. Mais très vite, les premiers qui ont été tués, c'était des personnes des forces de l'ordre. Alors, des forces de l'ordre, de l'armée déjà, à Dera dans le sud, alors qu'on avait diffusé une histoire complètement loufoque de gamins qui se sont fait torturer par les forces d'Assad parce qu'ils ont tout simplement écrit sur la porte de leur école, maintenant c'est ton tour, etc. Bon, maintenant, les mêmes personnes qui ont parlé de cette thèse, de cette hypothèse, disent que c'était faux. Donc, je tiens à vous dire, dans un livre de celui qui était le plus grand instigateur, je peux dire, c'était Azmi Bshara, qui était un Palestinien qui maintenant est au Qatar et qui était lui qui avait inventé cette histoire et maintenant il le dit de son dire que c'était faux. Donc ça c'était une histoire complètement inventée. La deuxième histoire, la deuxième réalité, c'est qu'il y a eu une invasion de terroristes à l'école des officiers syriens. 150 officiers ont été massacrés, égorgés et jetés dans leur honte, tout simplement parce qu'ils sont alaouites. Donc ça aussi, les médias syriens n'en ont pas parlé au début pour ne pas effrayer la population.